Zulf Lawen, marhaba bikoum dans ce tout nouveau podcast Amachach, produit par l'agence Amachal. Je suis Wardia, consultante en communication et animatrice de ce nouveau rendez-vous qui j'espère vous plaira et vous éclairera sur le monde professionnel. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, nous allons accueillir au fil des semaines des professionnels de la com, du digital, du web, pour répondre à des questions pratiques et même répondre aux questions que vous vous posez au sujet des métiers d'aujourd'hui. Hello, bonjour, Zulf Lawen, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amachach, le podcast des pros de la com, du marketing et du digital. Et aujourd'hui, nous allons justement parler de marketing. Un mot malheureusement tendance dans certains cas, mais un secteur et des métiers qui demeurent pourtant essentiels dans une entreprise. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui, je dirais, a parcouru le marketing en long et en large, Mahdi Tibourtine. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Wardia. Merci pour l'invitation. Ravi de t'avoir parmi nous et de te rencontrer. Également, c'est un plaisir. On va aujourd'hui parler donc de ce sujet qui fait parfois grincer des dents, qui fait poser beaucoup de questions, que ce soit aux professionnels ou même aux gens de manière générale qui sont à l'extérieur des univers d'entreprise et de marque. Mais avant tout ça, comme à l'accoutumée, on commence chaque épisode par les présentations. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Très bien. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette belle initiative. Je pense que c'est une première et c'est une initiative louable. C'est une mission noble, je pense, de connecter les professionnels du métier, les professionnels du marketing et de la com. Donc merci pour l'invitation, merci pour l'initiative et je remercierai aussi l'agence Amachal qui est derrière cette initiative. Alors moi, je suis Mahdi Tibourtine. Je suis un marketeur passionné. Je pratique ce métier depuis 18 ans. J'ai commencé en tant que chef de produit, donc en tant que brand manager, et j'ai évolué vers des positions de marketing manager, de directeur marketing. J'ai eu la chance de travailler sur de très belles marques. Qui dit très belles marques dit on structure, on se passionne, on parle beaucoup de créativité, mais aussi on parle beaucoup de finance, beaucoup de chiffrage et aussi beaucoup de leadership, donc c'est un tout. Donc ce que je dirais, c'est que c'est un beau métier. Et aujourd'hui, donc après un parcours en entreprise de 18 ans, je suis aujourd'hui consultant, donc en brand management, et on essaie justement de transmettre ce qu'on a appris aux gens du métier aujourd'hui. Donc il y a un programme sur lequel on est en train de travailler en termes de brand management qu'on va lancer très prochainement. Et Inch'Allah, j'espère que ça sera instructif pour les gens du métier. Super. Et en plus, là, tu as dressé un petit peu le fil conducteur de notre discussion qui, j'espère, vraiment apportera un véritable éclairage à ceux et celles qui nous écoutent. Du coup, pour démarrer cette discussion, on va commencer par la base. C'est quoi le marketing, Mahdi ? Oui. Alors, le marketing, c'est un métier qui est très structurant au niveau de l'entreprise. C'est un métier qui existe depuis pas mal d'années. Et le marketeur ou l'équipe marketing a pour rôle d'identifier et de convertir les opportunités qu'on a sur le marché, d'identifier et de convertir les besoins du consommateur en opportunités de business et de croissance profitable. Donc un marketeur, un brand manager par exemple, est déjà GM, CEO ou directeur général sur sa gamme de produits ou sur ses marques. Le marketing ne fait rien tout seul, donc il travaille en parfaite collaboration et en synchronisation avec tous les métiers de l'entreprise. Mais je dirais, moi et aussi les experts partout dans le monde, que c'est un métier générateur de croissance et de valeur ajoutée. Super. Et le marketing, définition. ce n'est pas de la communication. Merci. C'est un process structurant, c'est pluridisciplinaire. Donc il y a de la science, parce qu'on s'adresse aux consommateurs, donc il y a de la psychologie, il y a de la sociologie, il y a de la data. Il y a l'aspect commercial, parce qu'on travaille beaucoup avec les équipes commerciales, on travaille beaucoup avec les réseaux de distribution, avec le distributeur, le grossiste, les points de vente. Il y a de la finance, parce qu'on gère aussi
toutes les performances financières de la marque. Il y a de la R&D, il y a de l'innovation, donc on travaille avec les équipes industrielles, et puis il y a de la créativité. Il y a de la créativité parce que nos partenaires, c'est les agences de communication. Je rajouterai un point qui est très important, il y a de la tech, parce qu'on parle aujourd'hui du digital. Et comme aujourd'hui, tout est digital, hein, c'est vrai que parfois on dit traditionnel versus digital, mais on est dans le multicanal. Et étant donné que l'audience est plus en plus sur les supports digitaux, pratiquement tout est digital. On regarde la télé sur YouTube, on s'informe sur les réseaux sociaux, s'informe sur les plateformes, mais aussi on regarde YouTube et Netflix sur la télé. Donc, exactement. Voilà. Justement, on va aller vraiment dans les détails de tous ces points que tu as soulevés qui sont hyper importants. On va entrer peu à peu dans le vif du sujet. Quels sont les métiers clés que l'on va retrouver dans le secteur ? Alors, tout dépend de l'organisation de l'équipe marketing. Oui. Moi, j'ai eu la chance de travailler, par exemple, dans la téléphonie mobile, où la direction marketing comptait plus de 100 personnes. Et il y avait tout le monde à l'intérieur. Il y avait c'était des départements. Donc moi, par exemple, j'étais dans le département stratégie marketing. Je gérais les offres et services. Oui. Mais il y avait un département com, un département études de marché, un département performance, et ainsi de suite. C'est pas le cas partout. Oui, c'est normal. En général, qui fait quoi? Donc pour répondre à la question, on peut avoir, tout dépend de la dimension aussi de l'entreprise. Est-ce qu'on a plusieurs marques ou une seule mais disons, un brand manager peut tout faire. Il peut gérer tout le process. D'accord. Il peut gérer les études de marché. Il ne va pas faire lui-même les études de marché, mais il va les planifier, les orienter et travailler avec le partenaire, le cabinet d'études de marché. Mais il peut gérer ça et c'est son rôle aussi de travailler sur les études de marché, de générer les résultats derrière, de travailler sur les orientations stratégiques avec le marketing manager, mais aussi avec le GM et avec les autres métiers. Donc le brand manager, bien formé, avec une bonne expérience, pour adresser les orientations stratégiques et contribuer activement à définir la stratégie marketing. Définir clairement qui est la cible, comment on positionne cette marque, quels sont les objectifs qu'on définit, et ainsi de suite. Donc il le fera, mais j'aimerais dire quelque chose de très important. Lorsqu'on travaille sur le marketing, on ne travaille pas dans son silo. On n'est pas tout seul dans son coin. Donc on travaille avec tout le monde dans l'entreprise, surtout lorsqu'il s'agira aussi d'innover, de lancer de nouveaux produits, de nouveaux services. On va travailler avec des gens du métier, on va travailler avec les gens de l'équipe commerciale. Dans des multinationales, on travaille énormément avec les gens au niveau régional, au niveau global. Donc c'est un travail d'équipe. Et la personne qui a, j'allais dire, la responsabilité de ces projets, c'est un peu un chef d'orchestre ou un leader qui va organiser, coordonner, synchroniser, tout en ayant comme cap d'atteindre les objectifs nécessaires. Oui. Et c'est un métier de gestion de projet aussi, parce qu'il y a beaucoup d'organisation et de coordination des projets. Justement, qu'est-ce qui fait, selon toi, ou alors quelles sont les qualités principales qu'on doit retrouver chez un, alors je vais dire marketeur de manière générale, même si ça recouvre beaucoup de métiers, mais quelles sont vraiment les qualités pour toi indispensables pour qu'un marketeur soit bon dans son métier? Alors, je dirais, il y a déjà les qualités humaines, et c'est très important, parce qu'il y a un sens de responsabilité, il y a un sens d'engagement. Donc on doit être à l'écoute de toutes les parties prenantes. On doit aller chercher l'information. Il y a une qualité qui est très importante aussi, c'est la curiosité. On doit être animé par cette curiosité pour aller toujours chercher à comprendre le marché, à comprendre le consommateur, écouter et réfléchir. Il faut être analytique. On gère des datas et on convertit ces datas en informations, mais aussi en orientation et en décision. Donc la partie analytique est très importante.
Et la partie stratégique, il faut que parfois on arrive à se projeter, à ce qu'on soit visionnaire aussi, voir un peu comment on peut faire évoluer la marque ou les choses. Et puis l'esprit de leadership est très important parce qu'on travaille avec beaucoup de partenaires et on a besoin d'influencer, on a besoin d'orienter, on a besoin de convaincre et on a besoin de jouer son rôle de chef d'orchestre. Et justement, en parlant de partenariat, et tu avais déjà commencé à en parler, bon, depuis quelques années déjà, les annonceurs collaborent avec des agences. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et aux auditrices la nature de ces collaborations et surtout quel intérêt pour un annonceur qui a déjà un département marketing de faire appel à une agence ? Oui. Alors, l'agence de communication est un partenaire clé pour l'entreprise. L'agence de communication, donc c'est des experts en communication. C'est des experts qui conseillent l'entreprise et plus précisément l'équipe marketing. Donc, ils les conseillent, qui définit ensemble avec l'équipe marketing les orientations, les tactiques et qui exécute par la suite. Donc, c'est un vrai métier. Et c'est un métier à part. Le partenariat équipe marketing au niveau de l'annonceur et de l'agence est clé. Je dirais que les deux équipes doivent collaborer et doivent avoir les mêmes objectifs. Il y a pas mal d'agences au niveau international qui sont quelque part, qui s'engagent en fait sur les résultats. Ça fait même partie de leur schéma de fees. Donc, ils ont des fees fixes et ils ont des fees en fonction des résultats. On fera une petite parenthèse pour expliquer aux gens ce que c'est les fees, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Oui. Donc, et la relation est très importante parce qu'il faut qu'elle soit structurée. Il y a une responsabilité de part et d'autre. L'annonceur doit bien orienter l'agence. Donc, comment ça se passe en général ? Ça se passe par des briefs. Imaginons qu'on est en début d'année et on se dirige vers l'agence pour les briefer sur le plan, la roadmap, les prochaines campagnes. La responsabilité de l'annonceur est de lui donner toute la visibilité pour que l'agence puisse travailler convenablement. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il vienne avec les insights qui viennent des études. Il faut qu'il vienne avec des orientations stratégiques, les objectifs, comment on se positionne, quelle est notre cible. Donner un maximum d'informations, donner un maximum d'input dans un brief bien structuré. Et en général, le brief, on parle beaucoup de briefs qui sont envoyés, rédigés sur Word, envoyés par mail, mais les bons briefs, c'est des séances de workshop avec l'agence. On s'installe avec l'agence, on lui explique tout. Voilà notre marché, voilà notre cible, voilà ce qu'on souhaiterait vers et voilà nos objectifs. Après, on demande à l'agence de nous conseiller sur la meilleure manière de créer quelque part la marque qu'on souhaite ou la développer, définir clairement une feuille de route et leur demander de venir avec un plan de communication, avec des tactiques et aussi avec des propositions de budget. Parce que normalement, c'est le travail de l'agence de venir budgétiser et dire voilà votre stratégie marketing ou stratégie de marque. Voilà ce que vous voulez justement atteindre comme résultat. Voilà les plans. Il peut y avoir plusieurs recommandations qu'on souhaite vous proposer. Communiquer là où il faut avec les KPI et les budgets. C'est une relation de confiance. C'est une relation de construction. Et c'est une relation qui est normalement de long terme. C'est vraiment un partenariat de long terme. Il y a beaucoup d'entreprises, surtout au niveau multinational, qui sont partenaires avec des agences depuis beaucoup d'années. Parce que déjà, il faut du temps pour s'approprier la marque de l'annonceur avec lequel on travaille. Et puis, plus on connaît la marque, et mieux on sait la packager. Je vais dire ça comme ça, et proposer les meilleures stratégies. Donc, même un annonceur qui va changer d'agence tous les 3 mois, c'est pas bon pour lui. Parce que le travail doit à chaque fois être refait de zéro. Exact. Il y a beaucoup d'apprentissage. Et parfois, au niveau de l'agence, on retrouve des personnes qui connaissent mieux
que certaines personnes au niveau de l'annonceur, qui connaissent la marque mieux que les personnes au niveau de l'annonceur. Avant de parler d'une problématique qu'on retrouve sur le marché algérien, petit retour, s'il te plaît, sur les fees. Est-ce que tu peux expliquer c'est les coûts agences. Voilà. Donc, dans ce que je disais, c'est que sur certains marchés, le fait est que les agences soient vraiment engagées sur les résultats. Donc, vraiment, ils s'engagent à réaliser des résultats derrière les campagnes. Leur structure de coût est divisée en deux. Il y a une partie qui est fixe, qui couvre un peu les charges, mais il y a une partie qui est variable en fonction de la taille des objectifs. Donc ils prennent le risque d'avoir une partie variable, mais le fait est de prendre ce risque-là, ils vont tout faire pour que les campagnes réussissent et pour que les résultats soient atteints. Parce que nous, en fait, en tant que marketeurs, ça c'est important de le souligner, c'est qu'on est accountable, entre parenthèses, c'est qu'on est premier responsable. Enfin, quand je dis on est premier responsable, dans les entreprises où le marketing a son vrai rôle. C'est le marketing qui a la première responsabilité de réaliser des objectifs liés à la marque, mais aussi liés aux ventes et parfois liés à la profitabilité. Ouais. Je pourrais fermer mon ordinateur, oublier mes questions et te laisser faire le podcast tout seul, tellement ça coule de source et que je ne peux rien rajouter. On en parlait, il me semble, dans l'épisode 2 avec Hicham Baba Ahmed. Et tu le sais aussi bien que moi, il y a encore des entreprises aujourd'hui qui n'ont pas de service ou de département, ni même de personnes dédiées au marketing. Est-ce que tu penses qu'une entreprise ou une marque, et on va revenir sur le concept de marque juste après, peut exister sans marketing? Alors, on va commencer par le commencement. D'accord ? Prenons une entreprise, elle s'adresse à un marché. Elle s'adresse à un marché, donc elle s'adresse à des consommateurs ou à des clients. Tout dépend si on est dans le B2C ou dans le B2B. Si on s'adresse à des consommateurs, par exemple, moi qui ai fait beaucoup de FMCG, on sait très bien aujourd'hui que le pouvoir est en train de se déplacer de l'annonceur au consommateur. Tout à fait. Maintenant, la marque, elle est dans le cerveau et dans l'esprit des consommateurs. On peut tout contrôler, sauf la brand equity. C'est-à-dire que dans le cerveau de chaque consommateur, idéalement, c'est que la marque occupe quelques neurones. 3, 4, 5 neurones. Le premier neurone étant d'exister. C'est ce qu'on appelle la notoriété. Il faudrait que cette personne sache qu'on existe. Les autres neurones, c'est un peu les associations qu'on peut lier à la marque. Une marque qui est... alors, on peut avoir des associations de... Je ne sais pas. Je vais prendre Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est quoi? C'est le voyage, le luxe, l'art, c'est un peu, et c'est super aspirationnel. Bon, c'est pas l'exemple idéal, mais bon, pour vraiment aller loin. Pousser les choses, voilà, très loin. Si on a un consommateur en face qui est exigeant, on doit tout faire pour le comprendre. On doit tout faire pour savoir déjà, est-ce qu'il pense à nous, est-ce qu'il pense à la marque, à ses associations. Donc ça, c'est consommateur. Après, on a un marché. Il faut qu'on ait une idée sur la taille du marché. La taille du marché dans lequel le produit se vend. La taille du marché, les dynamiques du marché, est-ce qu'il est en croissance, en décroissance, les concurrents, comment ils sont positionnés, à quel prix ils sont, quels sont les packs, les formats, ainsi de suite, les pricing et tout ça. Ça s'appelle étude de marché. C'est la première phase du marketing. Voilà, déjà, si l'entreprise n'entame pas ce travail-là, il n'y a pas de marketing. Il n'y a pas de marketing et ils ont du mal à se lancer sur le marché parce qu'on va y aller au doigt mouillé. On ne sait pas où on va, qui est le consommateur, qu'est-ce qu'on va communiquer, ainsi de suite. Stratégiquement parlant, donc le pôle 2, on doit construire la stratégie, donc on doit construire la marque. Peut-être que je vais devancer votre question, enfin la question par rapport à la marque, et on parle beaucoup de produits. Le produit est une chose, la marque est une autre chose. La marque, c'est une fois qu'on a terminé de parler du produit, une fois qu'on a terminé de dire tes tomates sont bonnes, on va dire un peu les choses comme ça, ou le produit est bon, on dit beaucoup aujourd'hui tout est bon, qu'est-ce qu'on va dire au-delà de ça? Donc une fois qu'on aura terminé de parler du produit, vous allez parler de la marque. C'est ça. Et toutes les associations liées à la marque. Et la marque, c'est tout. C'est l'entreprise, c'est le fondateur, c'est le CEO, c'est les commerciaux, ce sont des appels.
c'est le produit et le service aussi, et puis c'est toutes les associations, c'est toutes les passions, c'est toutes les histoires uniques que raconte la marque. Et alors, justement, comment on fait pour construire une marque et quelles recommandations on pourrait donner, parce que ça aussi c'est une problématique, quelles recommandations on peut donner à quelqu'un qui là est en train de se lancer et qui ne sait pas par où commencer. Parce qu'une marque, ça se construit, ça prend du temps, et tout comme le marketing et tout ce que tu as pu infuser durant cette discussion, c'est beaucoup de stratégie et de réflexion. En fait, c'est le même process. Quand on parle de marketing ou de brand management, c'est la même chose. On parle des mêmes étapes. On parle du diagnostic, de la stratégie et de la partie tactique. Pour une entreprise qui se lance, et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, il faut qu'ils se posent ces questions-là, ces questions basiques. Je sais que parfois, par un manque de moyens, on ne fait pas appel à des cabinets d'études, mais il faudrait qu'on ait des réponses aux questions qui sont simples. À qui on s'adresse? Quelle est notre cible? Quelle est un peu la taille du marché? Même si c'est une estimation. Et encore une fois, dans le marketing, il y a beaucoup d'imperfections. Ce n'est pas de la science exacte. Mais au moins qu'on ait des éléments de réponse pour qu'on sache vers où on va. Et qui nous permettent de cadrer le périmètre. Comment on est positionné en termes de prix? Qu'est-ce que je peux apporter? Pas spécialement de plus, mais de mieux. Parce que le plus, pour être unique, c'est un peu rare d'être unique aujourd'hui, puisqu'on a pratiquement tout. Tout à fait. Mais en moins, on a une marque, on va essayer de la positionner. On va dire, cette marque-là, fonctionnellement parlant, c'est ce produit avec ses bénéfices à tel prix et les formats différents. Ça, c'est du court terme. Parce qu'il y a deux vitesses dans le marketing. C'est du court terme. Le long terme, en même temps qu'on est en train de communiquer sur ces aspects fonctionnels, produits, bénéfices, pricing, et ainsi de suite, on infuse de la magie dans sa marque, une âme. Et c'est un travail de long terme. On essaie de trouver qu'est-ce qui intéresse mon consommateur au-delà du produit. Exemple, ça peut être un produit qui a des, qui a des bénéfices nutritionnels. Allons sur la santé. Essayons de travailler la plateforme santé pour dire qu'on peut vous apporter beaucoup plus de choses sur la santé et vous permettre de passer d'un point A à un point B. Donc créer une histoire, créer des expériences et créer un imaginaire et un univers autour de la marque. Ça, c'est un travail régulier, consistant, cohérent avec les éléments stratégiques. Il ne faut pas couper, il ne faut pas casser, et il ne faut pas changer tout le temps d'orientation. C'est important. C'est pour ça qu'on dit c'est stratégique et c'est sur du long terme. Il y a des ajustements qui se font, mais c'est un peu comme dans un voilier, on a un cap, on doit garder le cap, parce que c'est stratégique. Il y a des ajustements qui se font en cours de route, c'est tactique, mais genre changer de marque du jour au lendemain, vous êtes en train de briser tout ce que vous avez construit dans votre marque. Changer de slogan, de ce qu'on appelle le claim ou la tagline tous les 3, 4, 6 mois, et même tous les ans, vous êtes en train de casser. Donc construisez sur du long terme, essayez de vous différencier avec des éléments uniques ou pas, nouveaux. C'est difficile de venir avec des éléments uniques. Mais créer au moins sa signature. Appropriez-vous ces choses-là plus que les autres. Et ça, c'est faisable. Dans le passé, on parlait de USP, Unique Selling Proposition. Donc maintenant, c'est très rare d'avoir des USP. C'est tout le monde qui a les mêmes bénéfices, surtout dans les FMCG. Par contre, prenez un bénéfice, faites tout pour que ces bénéfices-là ou ce bénéfice soit vraiment associé à votre marque. Et ça, il y a un travail à faire. Distinguez-vous, c'est différent de la différenciation. Distinction, c'est quelque chose, différenciation, c'est quelque chose. Ça a un impact. Et j'aime bien le parallèle que tu faisais tout à l'heure avec la construction d'une maison, c'est-à-dire qu'il faut partir du principe qu'une marque, ou le marketing de manière générale, c'est d'abord des fondations. Si vous réussissez vos fondations, la maison sera solide et elle tiendra le coup. Mais si vous ne faites pas cet effort en amont, malgré tout l'argent, tout le budget, tous les efforts que vous allez mettre après, s'il n'y a pas de fondation solide, ça ne fonctionnera pas.
Clairement. Je vais vous donner un exemple. Enfin, tu connais. Hein, moi, j'apprécie. Hein, là, belle leçon de marketing, je te laisse faire. Alors, Apple. Oui. Alors, déjà, la marque a une valeur intangible et financière. Elle n'est pas intégrée dans le bilan, mais il y a des organismes qui la valorisent depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a Interbrand, mais aussi il y a Brandsy de Kantar, qui valorise la marque. Il valorise la marque en fonction du potentiel que cette marque puisse générer sur les revenus, les ventes et la profitabilité. Je prends Apple parce qu'il est numéro 1 sur tous les classements. Et puis c'est référence. Pas pour rien, voilà, c'est une référence. Ouais. La valeur estimée de Interbrand de la marque Apple est de 482 milliards de dollars. C'était en 2022. Sur une capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars, le ratio est simple, le calcul est simple. La valeur, le poids d'Apple représente le quart de toute l'entreprise Apple. Donc c'est 24%. C'est beaucoup plus important que les autres assets de l'entreprise. Donc une marque a une valeur, au-delà de tout, elle a une valeur financière. Et c'est en grande partie la valeur qui construit justement le présent et l'avenir de l'entreprise. La marque est capable de générer les futurs cash flows. Parce que même dans les marchés financiers, lorsqu'on fait un rachat d'une marque, d'une entreprise, on achète le potentiel d'une marque à générer des cash flows futurs. Donc on achète des positions dans l'esprit des consommateurs. Si demain, tu vas me dire, est-ce que tu souhaiterais acheter une marque qui a des usines partout, qui est installée partout mais qui n'est pas connue, ou si tu souhaiterais acheter une marque qui est très connue mais qui n'a pas les mêmes assets matériaux que l'autre. Ben, je vais prendre la marque qui est très connue parce que c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur et ça permettra, en investissant, d'avoir cette possibilité de recruter, de décupler le potentiel. Le potentiel est énorme parce qu'on est déjà dans la tête des consommateurs. Ouais. Je disais en intro que tu avais vraiment roulé ta bosse dans le marketing en passant par plusieurs secteurs, de l'agroalimentaire à l'automobile, en passant, j'ai touché le micro, en passant par les assurances. Qu'est-ce qui, selon toi, même si le marketing en règle générale, comme tu dis, c'est des étapes, qu'est-ce qui, selon toi, change dans le marketing quand on change de secteur? Quelles sont les adaptations qu'il est nécessaire de prendre en considération? Et est-ce qu'il y en a, tout simplement? Oui, bien sûr qu'il y en a, bien sûr. C'est pas le même métier, donc c'est pas le même marché, c'est pas le même client ou c'est pas le même consommateur, c'est pas les mêmes acteurs et c'est pas le même profil de personnes en entreprise. Par exemple, dans les assurances, j'ai beaucoup travaillé avec des actuaires, donc c'est des techniciens en assurance. Dans l'automobile, pareil, on travaille avec des gens qui sont dans le métier de l'automobile, et ainsi de suite. Dans les FMCJ, c'est des gens qui sont vraiment spécialisés dans la FMCJ. Donc il y a des changements. Après, que faut-il pour réussir? Il faut une certaine capacité d'adaptation, il faut de l'agilité, et puis le process c'est le même. Si on a un bon background académique, si on a une bonne formation, si on est sensibilisé par rapport à tous les enjeux, puisque l'enjeu est le même quelque part, notre rôle, c'est de participer activement avec tout le monde à générer de la croissance profitable. Donc à générer du volume, du revenu et de la profitabilité, mais aussi, n'oublions pas, à construire la marque sur du long terme. Parce que réellement, c'est ça qui va vraiment générer de la croissance incrémentale sur du long terme. Donc on s'adapte, on fait appel à notre capacité de curiosité, on travaille avec des gens, on lance des études de marché pour comprendre. On doit comprendre et connaître. Donc la compréhension est clé. On travaille avec les équipes et le top management pour définir les orientations stratégiques. On travaille avec les agences de communication pour mettre en place les tactiques. Lorsqu'il s'agit d'innovation, il y a des process pour le faire. Lorsqu'il s'agit de lancer des campagnes de communication, pareil, il y a des process et il y a des partenaires. Donc, je dirais, un bon marketeur, il peut travailler dans n'importe quel secteur.
à condition qu'il fasse appel justement à ces soft skills. Et qu'il puisse s'approprier les sujets. Et qu'il puisse s'approprier le sujet à travers, première étape, un bon diagnostic, une bonne étude de marché, une bonne compréhension. Parfois, on n'a pas le temps de le faire, mais il faut prendre du recul pour justement comprendre. C'est prendre de l'élan, en fait. Alors, je vais te donner un exemple qui répond parfaitement à ta question. Il y a quelques années, Gucci, le groupe Gucci, qui est dans la mode, a fait appel à un responsable, je pense qu'il était directeur marketing, qui travaillait chez Unilever. Donc, il travaillait sur la partie ice cream d'Unilever. Donc, tout le monde a crié pour dire que fait une personne d'Unilever chez Gucci. Il est venu, il s'est installé, il a pris quelques mois pour faire son diagnostic avec ses équipes et il s'est avéré que c'était l'un des meilleurs managers que l'entreprise avait recruté. Donc voilà, on peut venir de n'importe quel secteur, mais il y a des process et il y a des choses à faire. Il y a des étapes à ne pas brûler. Et c'est même peut-être bénéfique, parfois, d'amener une personne qui n'a pas baigné tout le temps dans le même secteur, tu trouves pas ? Effectivement. Alors, parfois, c'est bénéfique parce que la personne vient avec un œil neuf, c'est ça. Avec sa curiosité, il vient avec des pages blanches. Donc, il va poser plusieurs questions et parfois, il va poser des questions, il va mener des études que les gens n'ont pas encore menées. Donc, il peut casser les conventions, casser les codes, challenger la marque, challenger les gens et redécouvrir ou découvrir de nouvelles opportunités, structurer les choses. Voilà, c'est bien d'avoir des personnes qui viennent d'autres secteurs parce qu'ils viennent avec des idées neuves. Tout à fait. Et ça peut être des gens inspirants aussi, pour, non pas pour changer de cap, mais peut-être pour faire les choses autrement et mieux. C'est passionnant, mais le temps passe vite par contre. Oui. J'ai quand même une dernière question. Aujourd'hui, le marketing est devenu digital avec l'avènement d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux. Qu'est-ce que le digital a selon toi apporté au marketing ? Et si on ne peut pas se passer de marketing, peut-on se passer de marketing digital ? D'accord, c'est une bonne question. Alors, je vais parler du digital. Le digital aujourd'hui est un support de communication clé parce que maintenant tout est digital. Une grande partie de l'audience est sur le digital, donc principalement sur les réseaux sociaux. Donc le digital est clé et tout est digital. On a tendance à différencier traditionnel ou digital. Moi je dirais il faut adopter une approche multicanale. Selon beaucoup d'études et selon beaucoup d'experts, c'est l'approche la plus efficace lorsqu'on lance des campagnes. On ne va pas se lancer sur un seul support, mais sur tous les supports, enfin sur les supports, entre parenthèses, conseillés par son agence média, en connaissance des dynamiques de marché. Donc il faut diversifier les canaux, c'est important. Le digital est clé parce que c'est plus simple, c'est plus rapide. On dit que c'est moins cher. Donc c'est vrai que quand on voit les investissements sur le digital, donc que ce soit en termes sur les réseaux sociaux ou toutes les publicités on parle de, comment dirais-je, on parle de media buying, donc sur tous les supports. Quand on parle de campagne d'influencing aussi, quand on prend le budget, il est moins cher que les autres supports médias lourds. Oui. Et puis, je pense que c'est l'avenir et on doit l'exploiter d'une manière, j'allais dire, effective. Lorsqu'on est sur le digital, les basics de la marque ou du marketing doivent être articulés, exécutés, déclinés en cohérence avec ce qui a été défini dans la stratégie. Oui. Donc, c'est-à-dire si on est en train de faire du brand content, il faudrait que ça articule la stratégie de marque. Oui. Il faut qu'il y ait une cohérence, c'est important. Et ça, je n'arrête pas d'insister justement sur ce point. C'est pour ça qu'on parle d'identité d'ailleurs. On parle de brand equity en fait. On parle de brand equity. Il faut que la marque s'exprime
avec les mêmes éléments stratégiques sur n'importe quel support, et surtout sur le digital. Parce que sur le digital, on continue à faire ce travail-là de construction de la marque. Ouais. Il y a un point qui est très important sur le digital, qui est clé, c'est de pouvoir montrer la contribution de tous les efforts qu'on fait sur le digital, sur le business, sur la croissance de la marque. Et là, il y a énormément d'efforts à faire, parce que nous, dans le digital, on a des KPI. On parle de reach, on parle d'engagement, on parle de beaucoup de choses, de beaucoup de KPI, mais il faudrait pouvoir justement associer tous les résultats des campagnes qui sont faites sur le digital à l'évolution de la marque et à l'évolution du business et de la croissance. Ça, c'est quelque chose de très important. On aime bien chez Amachat finir l'épisode sur une speed chat avec des questions beaucoup plus légères et auxquelles tu vas répondre au tac si tu veux bien. Alors, à quelle heure tu te réveilles le matin ? Durant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan ? Allez, on va être sympa, en dehors. Vers 6h30. Lève tôt, super. Ouais, lève tôt. Ton activité préférée ? Alors, mon activité préférée, moi je suis passionné par mon travail, donc je suis passionné par les marques, par le marketing. Je pense que c'est mon activité préférée. Et ça se ressent dans la discussion. Et puis en fait, c'est ça, en général les marketeurs sont passionnés. Vous les trouvez souvent sur YouTube, regardez les nouvelles tendances, les nouvelles pubs surtout, parce qu'on parle beaucoup de pubs, de campagnes. Donc c'est une belle activité. En plus de ça... il n'y a pas que ça, je suis papa aussi de 2 filles, donc j'aime bien passer du temps avec mes filles et faire un peu de sport. Ton réseau social favori ? Je suis beaucoup sur LinkedIn. Pourquoi ? Tout simplement parce que on doit s'informer, se renseigner, et étant connecté avec des experts, des consultants et chercheurs dans le domaine, donc il y a beaucoup de nouvelles choses qu'on découvre. Et puis ça nous permet aussi de networker, de faire connaissance avec de nouvelles personnes et puis d'échanger. Et c'est de belles expériences. Tout à fait. On invite du coup celles et ceux qui nous écoutent à te suivre. Ton film préféré ou ta série coup de cœur ? Je dirais mon film préféré, c'est L'étrange histoire de Benjamin Button. Ah. Avec Brad Pitt et Kate Blanchett. Ouais, d'accord. Il dure 2h49, mais... Oui, il est très long, je l'ai vu, je pense, 5 ou 6 fois. C'est une histoire très particulière. Si tu devais donner un conseil aux étudiants, profitant un petit peu de ton expérience, qu'est-ce que tu leur dirais ? À ceux qui sont pour le coup dans le marketing. Soyez passionnés par ce que vous faites, soyez résultants, soyez à l'écoute. Et je pense qu'ils ont fait le bon choix. Très bien. Ça, c'est le côté chauvin, mais dans les métiers, pas dans les origines. Je vais passer du coup de l'autre côté. Une recommandation à adresser aux annonceurs qui nous écoutent ou alors aux marques qui se lancent ? Il faut respecter les marques et il faut connaître les marques. C'est important. Il y en a qui disent les marques existent avant qu'on vienne dans l'entreprise, elles vont exister bien après. Donc un minimum, c'est qu'on la respecte, cette marque ou ces marques-là, et qu'on connaisse réellement ce qu'elles ont à l'intérieur. La magie, c'est important. Qu'elles portent en elles. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire et qu'on s'aligne sur ces marques-là. Ça, c'est 1. 2, accordant l'importance nécessaire au métier du marketing, puisque c'est un métier structurant et c'est un vrai générateur de croissance. C'est un métier compliqué, c'est vraiment bon, on dit qu'on est passionné, oui, on est très passionné, mais c'est très compliqué parce qu'il fait appel à plusieurs disciplines. Et puis je dirais 3, accorder beaucoup d'importance à vos marques. Parce que c'est ça qui va réellement vous apporter de la valeur. Exactement. Et on peut tout trouver dans la marque. C'est pas seulement le produit ou le service, c'est au-delà. Au moment de dépasser le seuil de l'entreprise, on est déjà en contact avec la marque. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit la marque, c'est tout.
intarissable sur le sujet. Merci beaucoup Mehdi d'avoir encore une fois accepté notre invitation, d'avoir pris du temps pour partager ta passion, parce que là on n'est pas juste en train simplement de parler d'un sujet comme ça théorique. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Merci infiniment. Je pense que les gens qui nous écoutent, les auditeurs et auditrices prendront aussi plaisir à découvrir cette discussion. Merci infiniment. Quant à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées et pourquoi pas à poursuivre la discussion sur les comptes sociaux d'Amachal via Facebook, Instagram, LinkedIn, et n'oubliez pas, likez ou partagez et puis je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Amachatch. À très bientôt.